Tôt ce matin, le corps de Bob Marley, mort il y a 11 jours d'un cancer à 36 ans, a été inhumé dans sa ville natale de Sainte-Anne, au nord de la Jamaïque. Des milliers de Jamaïcains ont suivi le cortège funéraire lors de ce qu'on peut considérer comme les plus Denslow. Jusqu'à maintenant, l'ambiance était au recueillement. Mais la police vient de se mettre à envoyer des gaz lacrymogènes. On ignore pourquoi pour l'instant. Les gaz lacrymogènes pleuvent. Ces incidents ne l'auraient sans doute pas surpris. Il disait, ce n'est pas moi contre le système, c'est le système contre moi. Il détestait la violence. Les Rastas croient en la paix et en l'amour. Notre seule arme était la plume. Ce sont des policiers qui ont porté son cercueil hors du stade, ce qui était ahurissant. Ils n'auraient jamais toléré ça. Et c'est pour ça que je n'y suis pas allée. Je ne voulais pas faire partie de ce cirque. Je ne voulais pas participer à des funérailles où ces enfants étaient en train de chanter et danser, alors que c'était quand même l'enterrement de leur père. Même sa mort a été instrumentalisée. C'est tout Bob. Il voulait voir tout le monde vivre en paix et en harmonie, car pour lui, ce qui fait tourner la terre, c'est l'amour. You really can't solve a problem with a war, you know. It doesn't really solve a problem. You don't feel like really killing someone. But whose problem am I going to solve when I kill someone? You know what I mean? So I figure the peace is the best thing. Rasta inconnu du ghetto de Trenchtown, devenu l'un des artistes les plus influents au monde, Bob Marley a été un prophète dans son domaine et un guerrier Rasta qui a combattu l'oppression et l'injustice avec sa guitare. Il a utilisé le rythme irrésistible du reggae pour créer des appels universels à la justice et à l'unité. Roi incontestable du reggae, Bob Marley et sa musique révolutionnaire a eu et a toujours un impact énorme sur les peuples du monde entier. La musique est toujours là. Beaucoup d'adultes me disent qu'ils écoutent un album de Bob Marley quand ils sont déprimés. Ils le mettent le matin en se levant et ça va mieux. Je pense sincèrement que ça ne s'arrêtera jamais. Je crois que lui, que sa musique seront toujours écoutées. Nous n'avons vu qu'une fraction de ce qu'il aurait pu faire. Il n'a été que 10 ans au top, ça ne représente rien.
Il y a tellement d'informations contradictoires sur l'enfance de Bob Marley qu'il est difficile d'y voir clair. Une fois écartés les efforts d'embellissement de l'icône, les contre-vérités et les arrangements avec la réalité sont encore légion. La Jamaïque sortait à peine de 3 siècles de colonisation britannique lorsque Robert Nesta Marley est né dans une case de paysans. Sa mère, Cedella Malcolm, avait 19 ans, son père était un capitaine blanc, Norval Marley. C'était un Anglais, un blanc. Il avait la charge d'ancien soldat dans la montagne. On l'aimait bien dans le coin. La mère de Bob venait d'une famille de Jamaïcains démunis. Son père, d'une famille blanche de l'île, plutôt collet-monté. Il l'aurait, paraît-il, quitté le lendemain de leur mariage. Je ne tiens pas à ce que ces paroles à propos de son père soient fixées sur la pellicule, mais en gros, l'esclavage restait douloureusement présent. Les propriétaires terriens blancs abusaient des femmes, et les femmes de couleur n'étaient là que pour leur plaisir. Qu'ils se marient ou pas, l'enfant n'était pas leur responsabilité, ils les abandonnaient. C'est du passé, ça n'a plus d'importance. Mais de cette souffrance, une rose a pu émerger. Il n'a pas connu son père sur terre, mais son père aux cieux, c'est différent. Bob était un homme qui vivait ça très intimement, comme si Dieu était son père. La date exacte de la naissance de Bob Marley est un mystère. Le passeport qu'on lui a délivré en 1964 indique le 6 avril 1945, mais les archivistes jamaïcains n'ont jamais pu produire d'acte de naissance. Ses frères Rastafari accueillent ce fait d'un hochement de tête plein de sagesse. Ils croient qu'à l'égal de l'empereur Haïlé Sélassié d'Éthiopie, Bob Marley n'est jamais né et n'a donc pas pu mourir. Et maintenant que l'amour soit avec vous. Bob Marley était un poète. Ce n'était ni un prophète ni un saint. C'était un être humain. Il aurait été très embarrassé par toutes ces histoires de prophètes et de saints. Tous ces trucs qu'on essaie de lui coller sur le dos. Il voulait un monde meilleur. S'il avait pensé pouvoir y contribuer, il aurait fait tout ce qu'il aurait pu. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a donné un concert alors qu'il venait d'être blessé par balle. Il aurait très bien pu se refaire tirer dessus. Si ça fait de lui un saint, je veux dire, si on l'avait abattu à ce moment-là, il aurait vraiment pu être Saint Bob. À l'âge de 5 ans, Bob et sa mère emménagent à Kingston. Cedella espère y trouver une vie meilleure. Ce que Bob m'a raconté de son enfance, c'est qu'il avait souffert. Mais la plupart des petits noirs pauvres connaissent la souffrance. Il n'a pas eu une enfance traditionnelle, protégée. Il a grandi dans la rue, et ça n'était pas facile tous les jours. Sa mère est partie pour les États-Unis quand il était très jeune. Mais elle l'a rapidement fait venir et il a essayé de s'installer là-bas. Mais évidemment, ça n'a pas fonctionné et il est retourné en Jamaïque, ce qui était très bien. Il a quand même eu beaucoup de bonheur. Il a passé de très bons moments avec son grand-père qu'il allait aider au champ, avec son âne, à planter des courges, ce genre de choses. Il en avait gardé de très bons souvenirs. C'est la maison de Bob à droite. Il vivait là, il y a longtemps, à 16-17 ans. Bob mangeait dans la calebasse. Il ne mangeait pas dans une assiette, hein. Il vivait dans cette seule pièce, avec un seul lit.
Cedella s'installa avec Bob chez les Livingstone. C'est là qu'il commença à jouer de la musique avec son nouvel ami, Bunny Livingstone. Le père de Bonnie et la mère de Bob étaient à la colle, vous voyez. Donc Bob est arrivé dans cette maison avec sa mère et il y avait Bonnie. Et ils sont devenus très bons amis, heureusement. Et comme à Trenchtown, les gens chantent toute la journée, ils jouent de la musique, c'est arrivé naturellement. Mais Bob avait quelque chose en plus des musiciens de la ville. La terre, la campagne faisaient vraiment partie de sa vie, alors que la plupart des citadins n'y avaient jamais mis les pieds. Son seul désir était de faire de la musique, c'est tout. Rien d'autre ne l'intéressait, à part la musique. C'était sa seule passion. Bob a arrêté l'école à 16 ans, comme Peter et les autres. Ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas eu le loisir de lire des livres pour améliorer leur vocabulaire. Ils étaient simples. Bob s'intéressait à la marche du monde. Il lisait le journal tous les jours. Il savait ce qui se passait ailleurs. Mais ça ne veut pas dire que c'était un intellectuel. Son éducation, il l'avait faite dans la rue. Il apprenait rarement ce qu'il devait apprendre. L'inspiration, pas l'éducation, c'est ce qu'il disait. Il traînait avec les gangs, ce qu'on a ensuite appelé les Root Boys. Il jouait au foot dans la rue, il écoutait de la musique. C'est dans la rue qu'il s'est formé. Bob commence à travailler comme apprenti soudeur. Mais après un accident à l'œil droit, il décide de devenir chanteur. Bob, Bunny et Peter McIntosh forment The Wailing Root Boys, devenus plus tard The Wailers. Leur première chanson, Simmer Down, est un tube en Jamaïque. Les premiers morceaux des Wailers sont basés sur un rythme populaire, le ska, qui sera ensuite ralenti et deviendra ainsi le reggae. Il y a d'abord eu le ska, plutôt agité, mais c'était les années 60, et le ska s'est avéré être un peu trop rapide pour danser. On l'a donc ralenti, et c'est devenu le rocksteady, qui est une sorte d'intermédiaire entre le ska et le reggae roots, beaucoup plus lent. Je pense que la ganja a aussi joué un rôle dans le ralentissement. Voilà comment ça a évolué. À l'origine de la musique reggae, il y a les cérémonies Grow Nation, pendant lesquelles les Rastafari chantent ce qu'ils appellent des hymnes Rastafari. Ils les chantent accompagnés de percussions. Il pouvait y avoir jusqu'à 20 percussionnistes qui tapaient le même rythme, basé sur celui du cœur, en théorie. Ils chantaient ces hymnes et écoutaient les hits de la R&B américaine parallèlement. Tout ça a fini par se rejoindre, mais ça a pris beaucoup de temps avant de devenir du reggae. Bob Marley s'est approprié le ching-ching du ska. Et à l'époque, jouer du reggae, c'était comme convoquer la police chez toi. Car beaucoup de Rastas s'étaient mis au reggae et les autres disaient que c'était la musique du diable. Il fallait pas jouer du reggae. Une évolution plus spirituelle que musicale, cette fois, a également eu lieu. Après la visite officielle de l'empereur Haïlé Sélassié d'Éthiopie en Jamaïque en 1966, les Wailers rejoignent complètement le mouvement Rastafari. Bob et les anciens Rastas affirment que Jésus reviendra, mais sous un autre nom. Ils croient que les gouvernements occidentaux sont victimes d'une supercherie puisqu'on leur dit que le Messie sera nommé Jésus.
Jah Rastafari, who liveth and reigneth with I and I continually ever faithful, ever sure. Jah Rastafari, with no apology. And this is the Rastaman vibration. Le Rastafaria vient du cœur. Ce n'est pas juste de la musique, mais un esprit, une voie à suivre. Grandir en tant que Rasta était très difficile. La plupart des Jamaïcains descendent des esclaves venus d'Afrique. Les Rastas venaient des classes sociales inférieures. Ils étaient comme un fardeau pour la société. Il y avait beaucoup de racisme à leur encontre. Surtout de la part des policiers qui les mettaient systématiquement en prison. La police ne nous lâchait pas. Il y avait des barrages partout. C'était vraiment compliqué. Les taxis ne s'arrêtaient pas pour nous. C'était « Esther, va appeler le taxi. S'il ne voit que toi, il s'arrêtera. » Sa voiture tombait en panne tout le temps. Il n'avait pas de quoi la réparer. C'était assez folklorique. Rastafarianism is very popular in Jamaica, yet in Canada and the United States it has a bad reputation. People are associated with drugs and the trafficking of marijuana and violence, police arrest. Yeah, man, them crucified Christ, remember? Christ was a Christian and them crucified Christ, him is not what it is. No, but let's go back to the facts. People have been arrested, and the Rastafarians in Toronto, for example, have a very bad reputation. I mean, you know, I wouldn't say that the Rastafarians have a bad reputation. I would say people give the Rastafarians bad reputation because the Rastafarians, all of these things happening before the Rastafarians even start coming to Canada anyway around here. But the things that are very obvious are things like the way you look. Right? To most people who are very conservative in dress, you look quite strange. Plus the fact that you advocate smoking marijuana. Yeah, you think this. I'll show you this now. Could they tell God that it's not legal? No, but they couldn't tell God that it's not legal. You have a very strong religious belief, but other people don't necessarily share that. And what they see are the obvious things. And isn't it, in fact, true that many Jamaican people get involved in the trafficking of marijuana and therefore get the bad reputation associated with Rastafarians? People get trafficking. You see, I don't really know anything about those parts of life. You know, all I know about is Rastafari. You know, and try bringing this truth to the people. What the people do with them life, I don't really know about that. I know about my own. Le producteur Lee Perry était l'équivalent jamaïcain de Phil Spector. En 1969, il enregistra une série de sessions avec les Wailers. Considérant que les bandes lui appartenaient, il les emmena à Londres et les vendit. Pendant 10 ans, ils ont bossé et bossé sans jamais rien toucher, car leur musique a été piratée. Lee Perry avait déjà connu le succès en solo. Il avait déjà la réputation d'être dingue. À l'époque, c'était normal que le producteur touche tout l'argent et les artistes presque rien. C'est ce qui est arrivé aux Wailers au début. Ils ont connu ce que tout artiste jamaïcain doit vivre. Ils se sont fait entuber. Les Wailers étaient furieux, mais ironie du sort, c'est cette trahison qui permit à Esther Anderson et Chris Blackwell d'Island Records de les remarquer. Je suis allée en Angleterre pour devenir actrice. Quand j'ai fini le conservatoire, j'ai fait les petits boulots habituels, le sein, destination danger, chapeau melon et bottes de cuir, un peu de théâtre, tout ce qui était possible de faire pour un acteur noir. Et c'était assez limité. J'ai fini par tourner un film avec Sidney Poitier pour lequel j'ai gagné un prix. Et lui a été nominé aux Oscars.
Mais trouver le moyen de s'exprimer était difficile, car il y avait peu de rôle pour moi. Heureusement, je travaillais également à faire connaître notre musique, avec Island Records et mon partenaire, pour que la Jamaïque exporte sa musique. Quand on a lancé Island Records en Angleterre, ça nous semblait utopique, mais mon partenaire et moi, et notre petite Minnie, on allait d'un disquaire à un autre, et j'agressais tout le monde avec mes disques. On a commencé comme ça, et petit à petit, les disques ont commencé à se vendre. On fonctionnait à flux tendu, et pourtant, ça a pris 25 ans pour marcher. On a travaillé très dur et on a atteint notre but. C'était un dur labeur, mais c'est ça, une maison de disques. Nous avons été le premier label indépendant. C'était une sorte de révolution pour l'industrie du disque. Nous sommes devenus le lieu où de jeunes artistes pouvaient garder le contrôle de leur vie et s'exprimer. Ce que Bob a perdu a finalement signé sur son label. Et il ne faut pas oublier qu'à l'époque, Island n'était pas un label de reggae. Le reggae n'était même pas connu. J'ai connu Jimi Hendrix et Bob me rappelait Hendrix. Mais il fallait Bob et les Wailers, pas Bob seul. Le groupe des Wailers devait être là pour le soutenir. Après avoir écouté Concrete Jungle, Slave Driver, j'ai été complètement convaincu. En 1973, après avoir conquis la Jamaïque, les Wailers étaient prêts à conquérir le monde. Ils entrèrent chez Island Records et pour la première fois, un groupe de reggae avait accès au matériel d'enregistrement les plus sophistiqués. Nous avons visité les Caraïbes et je les photographiais en continu. Nous sommes devenus très proches et nous avons commencé à écrire ensemble. Bob était très agréable à regarder et à photographier. Il était exactement ce que le monde blanc attendait. Il n'avait pas accepté Peter Tosh, qui était brillant, car il était trop noir. Ils n'ont jamais donné sa chance à Jimmy Cliff à cause de ça. Mais Bob, étant le leader, ouvrait la voie pour tous les autres. Il pouvait parler pour eux. Bob voulait vraiment faire connaître sa musique, faire entendre sa voix, comme un exemple d'émancipation. Le premier album sorti avec Island fut Catch a Fire en 1973. Quand le premier album, Catch a Fire, est sorti, avec le Zippo sur la pochette, pendant 1 an et demi, rien ne s'est passé. Nous n'avons même pas remboursé les séances d'enregistrement. Et j'ai tout de suite trouvé la réponse. J'ai dit, si tu fumes, assume-le. Ça fait partie de ta culture. J'ai décidé de photographier Bob et les autres dans la lumière de la Jamaïque, de montrer la beauté de la couleur de notre peau. Je l'ai mis torse nu, parce que sa peau a une couleur adorable. Et quand la lumière l'a touché, et que je l'ai capté sur pellicule, c'était bon. Catch a Fire est réédité avec la couverture d'Esther. Ça a provoqué une énorme controverse aux États-Unis, car il a été banni, et du coup, il a eu un succès fou. Les chansons de Bob étaient des paraboles, des messages de foi et d'avertissement. Il s'élevait toujours contre l'oppression, rappelait l'exploitation du peuple noir. Ses paroles reflétaient le combat des Jamaïcains pauvres, cherchant à s'extraire des bidonvilles. À l'époque, il n'y avait qu'une seule chaîne de télé. La plupart des gens écoutaient la radio ou lisaient les journaux.
Certains n'avaient pas les moyens d'acheter le journal. Donc pour beaucoup, c'était la musique qui servait d'information. Si vous alliez en Jamaïque, vous verriez de quoi parlait Bob. Ce n'est pas de l'imaginaire, du rêve. Certains écrivent des fictions, Bob était un poète. Et il me traitait parfois d'esclavagiste, car je le poussais constamment à écrire. Allez, on écrit une chanson. Je l'encourageais à emporter sa guitare partout où nous allions. Et il l'avait toujours avec lui. Et écrire devenait facile, car nous n'avions qu'à regarder autour de nous. Ces chansons étaient pleines de bon sens. Il tenait le cap. Nous avons commencé à écrire ensemble et nous avons écrit Get Up, Stand Up au-dessus d'Haïti, un pays à la misère immense et qui a connu beaucoup de souffrances sous l'esclavagisme. Nous l'avons écrite dans l'avion. Bob a tapoté un rythme sur son accoudoir et voilà. Il a écrit de très bonnes chansons pop, avec des refrains faciles à retenir. Ça, c'est la surface. Mais au niveau émotion et groove, les Wailers, c'était un groupe incroyable. Bob était vraiment un chanteur habité, et ça touchait vraiment les gens, quelle que soit leur musique de prédilection. Vous pouvez détester le reggae et adorer Bob Marley. Il est universel. Son message aussi. Il est très positif. La révolution, c'était d'utiliser le stylo et la musique pour exprimer son combat à travers ses paroles, pour que tout le monde puisse s'y retrouver, que ça devienne universel et sans étiquette. Je l'encourageais à écrire plus de morceaux contestataires que de chansons d'amour. Bob avait beaucoup de facettes, de personnalités différentes. Dans le même album, il vous pondait un morceau sur la guerre très graphique. Il arrivait à exprimer très exactement ce qu'il ressentait, en restant lui-même. Il ne s'est jamais vendu, n'a jamais abdiqué sa personnalité. Ses chansons reflétaient son caractère. Il ne voulait pas être qu'un militant. But you used it as a strong message. I mean, words like a hungry man is an angry man. Music used me. Whatever it is, there's no doubt Bob Marley knows how to use his music. 12,000 people, more than half of them white, came to hear him perform. And in a trance-like mystical state, he carried them with him and left them shouting for more. Despite this obvious commercial success, he appears to live the life he preaches. Mais avec le succès vint la pression médiatique. Ce n'était pas encore la légende qu'il est aujourd'hui, mais c'était déjà l'un des hommes les plus connus au monde. Des gens venaient d'Harvard, d'Oxford, de Cambridge pour étudier tout ce qui était en train de se passer en Jamaïque. Je les avais préparés. J'ai dit à Bob, sois toi-même, sois fort, parle ta langue, comme d'habitude. N'essaie pas de leur faciliter la tâche. Tous les journalistes passaient par moi d'abord, pour que Bob garde la liberté de s'exprimer à sa façon, de dire les choses à sa façon, pour que les Jamaïcains n'aient plus honte de leur accent.
Il n'avait pas bonne presse. Je lui ai demandé pourquoi, alors qu'on le critiquait toujours. Pourquoi accepter de me recevoir? Il a juste dit, ça fait partie du jeu. Je n'ai qu'à avancer et essayer de m'améliorer. La première tournée en Amérique, les gens parlaient encore de ses cheveux étranges, du sauvage. Je lui ai demandé si jouer le même set chaque soir lui pesait. On l'avait critiqué pour ça. Si vous l'avez déjà vu en vidéo, vous savez que ce n'était jamais la routine. Il se laissait emporter. Il faisait appel à une facette différente chaque soir. C'était une icône, comme celle du rock. Il venait jouer à Los Angeles, et au premier rang, il y avait les Rolling Stones. Tous les grands rockers venaient le voir. Peu importe qu'il soit un artiste reggae du ghetto. En 1974, les Wailers s'étaient séparés. Ils se sont séparés parce que Bob recevait toute l'attention. Et Tosh aurait voulu être Bob. Ça l'a beaucoup touché, car il ne voulait pas être une star. Il voulait juste faire passer son message. Je l'ai encouragé à reformer un groupe. Il a trouvé un manager qui a renégocié un contrat pour que ce soit Bob Marley et les Wailers. Mais les Wailers pouvaient être n'importe qui, à part Family Man et Carly aux percussions. Cette rupture a été difficile. Peter et Bob étaient comme John Lennon et Paul McCartney. Cependant, Bob était en pleine ascension. Il était devenu une star planétaire et les hommes politiques essayaient de l'utiliser dans leur lutte pour le pouvoir. Les deux grands partis jamaïcains voulaient le récupérer pour gagner les voix de la rue. Ce n'était pas qu'un artiste jamaïcain. Son message était international. C'était la voix du tiers-monde. Il a ainsi fait connaître la musique jamaïcaine au monde entier. Il a une grande importance parce que c'est une de ces figures qui apparaissent une fois par génération. Il a pris ce qui était du folklore et en a fait quelque chose d'universel. Mais Bob Marley ne voulait rien avoir à faire avec les partis. Pourtant, quand le Premier ministre de l'époque, Michael Manley, lui a demandé d'animer un concert gratuit, il a accepté. Dans la nuit du 25 novembre 1976, des tueurs s'introduisirent dans la maison de Bob Marley et tirent à tout va. J'achète le journal et la surprise, en première page, Bob Marley attaqué. 5 hommes ont ouvert le feu chez lui. Je l'ai appelé depuis Nassau et il m'a raconté en détail ce qui s'était passé. Comment les hommes avaient fait irruption et tiré sur lui, sur ses musiciens, son manager. La police n'a jamais retrouvé les coupables. Une théorie assez populaire affirme que c'était un coup de cigare qui a obtenu un titre de la reine d'Angleterre à la mort de Bob. Ils ont essayé de le tuer. Les hommes politiques sont très dangereux. C'est la vie ou la mort, très égoïstement. Pour être président de la Jamaïque, il faut être corrompu, quel que soit leur bord. Je pense que Bob a été victime d'un politicien. Il est arrivé en Angleterre et il m'a rejoué toute la scène. Comment les balles l'ont touché, celle qui était encore dans son bras, et il m'a dit de tout écrire. Il voulait que j'aie toute l'histoire. Certains disent que ce sont ses nouveaux amis qui lui donnent ça. Il a donné le concert avec son pansement.
Rita Marley, qui avait été touchée au bras, a joué en peignoir avec une bande velpo autour de la tête. Il aurait très bien pu se retirer, on lui avait tiré dessus. Vous voyez la photo, il leur fait se serrer la main. Il était une cible parfaite à ce moment-là. Je suis surpris qu'il s'en soit tiré à si bon compte. Le statut de Bob attirait les gens désireux d'exploiter sa popularité pour diffuser leur message. Son refus d'abdiquer son indépendance a failli lui coûter la vie. Il avait un rôle positif, y compris en politique. Il a échappé à une tentative d'assassinat juste avant le concert. Certains pensent que c'est parce qu'il semblait vous soutenir. Oui et non. Ce n'était pas une figure politique dans le sens où Bob n'était pas le genre de personne à s'impliquer dans un parti. Ce n'était pas du tout ce qu'il voulait. Et en même temps, c'était l'un des plus grands troubadours du ghetto, racontant ses souffrances, ses attentes, comme aucun autre. Ghetto youth, tired of the constant political infighting, banded together in a mammoth reggae concert for peace. It ended with Prime Minister Michael Manley and opposition leader Edward Seaga on stage, shaking hands in an appeal for peace. The man responsible for it all, they say, was Bob Marley. But isn't what you need some sort of social, legislative change? The economic conditions are bad. You have a lot of people who are unemployed. What's really going to happen now is that we don't really want the island to change. Et c'est sa musique qui lui sert de support. Music is how he gets his message across. Après la fusillade, Bob Marley s'exile à Londres pendant 18 mois. Il est d'abord allé aux Bahamas, puis il est parti s'installer à Londres, 18 mois. À Chelsea pour enregistrer Exodus. Nous avons écrit I Shot the Sheriff ici même et finalisé Get Up Stand Up ici. Tout a été aménagé pour lui permettre d'enregistrer. Moi, je cuisinais. Cet endroit est rempli de bons souvenirs. Il s'est adapté très rapidement parce qu'il est tombé en plein mouvement punk. Mick vivait juste à côté. Bianca, Marianne, nous étions très proches. J'ai présenté Bob à Mick et quand Bianca est rentrée à la maison, il lui a dit « Esther m'a présenté un musicien qui vient de la Jamaïque. » Du coup, je lui ai présenté Bianca et ça a tout de suite collé. Ils sont même venus le voir jouer et ont hurlé comme des fans. Bianca était dans le public et criait « Rastafari » et des tas d'autres choses. Ce n'est pas le nom qui a fait de lui la personne qu'on connaît. Il était comme ça avant d'être connu. Il était fort, vous savez. Pas le genre dont on se dit « il y a quelqu'un là, mais qui ça peut être ?» Lui, on remarquait tout de suite sa présence. Il avait ce genre d'énergie. Bob, quand il fallait travailler, il s'y mettait. Il était très discipliné. Quand ça ne tournait pas rond, il essayait d'arranger les choses. À la BBC, il y avait une jeune fille qui se conduisait très mal. Elle fumait une cigarette dans le studio d'enregistrement. Un vieil homme est venu pour lui demander de faire attention. Et elle lui a répondu dans un langage très grossier. J'ai vu Bob venir lui demander, gentiment, hein, correctement, si le nom qu'elle pouvait lire sur les bandes, c'était son nom à elle ou son nom à lui. Je me suis senti mal pour elle et je suis parti. Il a agi en homme parce que cette femme l'a ramené beaucoup. Et moi et mes 17 ans, elle m'aurait ignoré. Alors que Bob Marley, on ne pouvait que le voir. Il était comme ça. Bob était exclusif dans sa musique. Il voulait sa famille avec lui. Sa famille au sens large. Ses musiciens, ses multiples femmes.
Miss Monde vivait dans notre immeuble et me demandait ce qu'une grande actrice comme moi faisait avec ce garçon. J'ai fini par lui dire « Un jour, tu verras ». Et elle a fini par devenir une Madame Marley. Les femmes le pourchassaient à cause de son aura. Il aimait les femmes et elles le lui rendaient bien. Il n'allait pas les chercher, mais comme toute rockstar, il les attirait. C'est à Londres que Bob entend les Clash pour la première fois. Il admire leur courage et leur colère jetée à la face de l'Angleterre et de ses clivages socio-économiques. Leur combat antiraciste et contre le système lui parle. Bob a compris qu'il y avait beaucoup de points communs entre les punks et les jeunes noirs maltraités par la police à Londres, qui eux-mêmes ressemblaient aux gamins de Trenchtown. Il a fini par faire un album. C'est comme un poisson dans l'eau. Il joue au football. Il y a eu de nombreux matchs tout au long de 1977, dont un contre les Clash, il me semble. On se retrouvait avec Bob Marley pour jouer au football. Une équipe a fini par se former au sein des Wailers. Et on peut dire qu'on était plutôt bons. On ne s'est jamais fait humilier. Il me semble que les Wailers ont étripé les Clash. C'était une très bonne équipe. Il pouvait lire le jeu. Il devinait les actions de jeu. Il était fort, petit mais fort. Je lui avais demandé s'il avait pensé à devenir footballeur plutôt que musicien. Il m'a répondu jamais. La musique était son âme. Et il a bien insisté sur la rudesse du football. Il aimait jouer au football, ce que je n'aimais pas du tout. Je lui disais qu'il n'était pas joueur de foot, mais il avait des tas d'amis qui l'encourageaient dans cette voie. J'avais beau lui dire que le public comptait sur lui, qu'il devait repartir en tournée, répéter, écrire, il continuait le football. Et c'est comme ça qu'il s'est blessé à l'orteil. Et c'est là que son cancer s'est déclaré, avant de l'anéantir complètement. On était en mai 1977. Bob venait de se faire la blessure qui allait devenir une tumeur. C'était dû à sa passion pour le foot, et il a continué à jouer. Il n'a pas arrêté en mai 1977. En 1980, il jouait encore, ce qui était un peu stupide. À la fin des années 70, Bob Marley était passé de jeune premier de la musique noire à superstar planétaire. Il était devenu une célébrité, une sorte de Martin Luther King jamaïcain. Ses disques se vendaient par millions, ses tournées étaient complètes, et de l'Amérique à l'Asie, il répandait le message de Jah. Pourtant, il est toujours resté humble. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'attendait, à mesure que sa célébrité grandissait et sa fortune avec, qu'il perde son sens critique, essaye de faire du commercial, qu'il fasse des concessions vis-à-vis de ses convictions. Mais pas du tout. Il est resté fidèle à ses croyances. Il pouvait s'intéresser autant au Zimbabwe qu'à Trenchtown, mais avec autant de cœur qu'avant. L'argent n'a pas affecté M. Marley, ça a affecté son entourage par contre. Ça sert pas à grand-chose d'être le plus riche du cimetière. L'argent, la gloire, tout ça ne l'intéressait pas trop. Je me souviens qu'une fois, il a lavé son jean avec les poches bourrées de billets. Il ne les avait même pas remarqués. Ça ne le touchait pas. Mais du coup, il n'avait pas un sou. Et quand il a été malade, il a parfois été dans la misère.
What do you do with the money that you make? Do you take it back to Jamaica? Do you give it to the people? I give it away. You give all your money away? All the time, yeah. How do you survive? Oh, Rastafari is God. How do you feel the people of Jamaica see you as a musician? See me, the people of Jamaica now see me. We show the people of Jamaica Rastafari. No, no, no. Do they like you? If the people like me, yeah, the people love I. The people love I, the people make I. Ce que notre père a apporté à la musique, faire entendre la voix du peuple et utiliser la musique non seulement pour distraire et gagner sa vie, mais aussi pour éduquer et guider les gens. Et m'a dit, « Maman, les docteurs disent que j'ai le cancer et ils risquent de m'amputer. » Je n'arrivais pas à y croire. Il a ajouté, « Maman, pourquoi Dieu me donnerait le cancer? Je n'ai jamais blessé personne. Si j'ai fauté, je ne sais pas comment. Alors pourquoi? » Je n'avais pas de réponse à lui offrir. À part, qui aime bien châtie bien. Il fallait juste faire face à cette épreuve. Il boitait. Il sautillait avec son pied enturbané, alors... La première chose que j'ai demandé, c'est « Qu'est-ce que tu t'es fait ?» Et il a ri. Et je n'ai rien pu savoir de plus à part « Mon pied me fait mal ». Il devait savoir que c'était sérieux. Mais il n'essayait même pas de faire le brave. Il était vraiment tranquille, serein, installé devant les Jeux Olympiques à la télé, sans le son, absolument heureux. Je n'oublierai jamais ces derniers mots. Il m'a attrapé la main, m'a regardé dans les yeux, et avec un grand sourire, il avait un sourire plein de chaleur et d'éclat. Il m'a dit « Tout est cool ». Et c'est tout. La façon dont il a dit ça, tout est cool. On m'a dit qu'il était mort. C'était horrible. J'étais en Jamaïque quand c'est arrivé. J'ai appelé à Londres. Je n'arrivais pas à le croire. Ça a été un choc énorme. Je n'aurais jamais cru que c'était ma dernière interview avec lui, qu'un an après il serait mort. Je crois qu'il n'aurait pas dû faire cette tournée aux USA. Sur les photos de lui en 1977, il a le pied bandé. Et en 1980, le bandage est toujours là. C'est devenu un accessoire. C'est fou qu'on lui ait imposé cette tournée. Il était claqué quand je l'ai vu. Je pense que les gens qui l'entouraient ne l'ont pas bien conseillé. La maison de disques aurait dû mieux s'occuper de lui, mais personne ne le protégeait. Ses amis de l'époque avaient une aura très sombre. Il y avait de mauvais éléments autour de lui qui n'étaient pas bénéfiques pour son développement et ne l'ont pas aidé à régler ce problème. Il était surmené. Et ils savent ce que j'en pense, surtout une certaine personne qui sait exactement qui elle est. J'espère qu'elle regardera ce documentaire, car elle avait beaucoup d'influence sur Bob, et elle aurait pu agir au lieu de laisser faire ces gens qui sortaient d'on ne sait où, en disant qu'ils savaient soigner le cancer, et qu'ils l'ont emmené en Allemagne. Mais c'était trop tard. Le traitement en Allemagne n'était pas reconnu par la communauté médicale. C'était un traitement alternatif parallèle, en gros. Je pense que Bob voulait y croire. Il s'est persuadé qu'il allait mieux. Ce n'était pas le traitement qu'il fallait, et il avait les moyens à ce moment-là.
Il ne voulait pas des traitements médicaux occidentaux à cause de ses croyances rasta. Il avait la foi. En quelques années, Bob Marley est sorti du ghetto de Kingston pour devenir l'un des artistes les plus influents et les plus charismatiques que le monde ait jamais vu. Ce qui est remarquable, c'est qu'aujourd'hui encore, sa musique garde toute sa puissance, sa portée sociale et son influence. Je n'ai pas assez de mots pour dire tout le bien qu'il a fait. C'est un prophète. Il n'y a aucun doute. Il allait devenir une superstar. C'était son destin. Il a gardé le cap, très simplement. Il ne se voyait pas comme un saint ou un prophète. Il vous dirait d'arrêter avec ces histoires. Il ne les aurait pas tolérées. Bob a été un des personnages les plus influents du XXe siècle. Sans lui, le monde aurait été bien plus misérable. Ils ont fait de lui un objet. On peut acheter des chaussures Bob Marley, n'importe quoi. Ça l'aurait rendu malade. L'esprit reste esprit. On ne peut ni le voir, ni le toucher, juste le sentir. Je le sens près de moi, en permanence. C'était simplement mon père. Il m'a appris des choses, mais plus en agissant qu'en parlant. Bob avait encore beaucoup à offrir. Nous n'avons vu que le début. S'il était encore vivant, j'aurais adoré le suivre. Il est toujours avec nous. Sa musique également. Ça ne changera pas. Est-ce qu'il aurait participé à Live Aid? On peut imaginer ce qu'il aurait fait s'il avait seulement eu droit à quelques années de plus. On aurait découvert encore un autre Bob. Sa musique venait du cœur et de son expérience. Il était retourné en Afrique, ce qui est l'un des buts des Rastafari. Bob aurait pu initier cela. Il aurait pu surtout changer les choses là-bas. Je pense qu'on n'a vu qu'une fraction de ce qu'il aurait pu faire. L'essentiel, c'est la liberté et la justice pour tous les hommes, surtout pour les Africains. Liberté et justice pour l'Afrique. Bob aurait pu vivre vieux et profiter de ses enfants et de ses petits-enfants et être parmi nous, en train de jammer. Il disait, un de ces jours, j'arrêterai la musique, j'arrêterai de chanter, je laisserai la trompette dressée pour voir s'il joue du Bob Marley. Now, my name is Natty Dre. Natty Dre. Positive vibrations. Natty Dre. Positive vibrations. Natty Dre. Positive vibrations. Jah Rastafari. Jah